Il existe une fatigue silencieuse que beaucoup confondent avec les difficultés normales de la vie. Pourtant, ce n'est pas toujours la vie qui pèse réellement, mais le regard invisible que l'on imagine posé sur soi. Depuis longtemps, nous avançons avec une question cachée derrière nos choix, nos paroles et même nos silences. Que vont penser les autres? Sans nous en rendre compte, cette interrogation devient une présence permanente, une sorte de fil invisible qui influence nos décisions et finit par éloigner peu à peu la personne que nous sommes de celle que nous montrons au monde. On croit souvent que le mal-être vient d'un manque de confiance en soi. Mais ce n'est pas toujours la confiance qui manque. Ce qui fait défaut, c'est parfois un courage plus discret, plus profond, celui d'exister sans chercher constamment l'approbation. Beaucoup de nos inquiétudes semblent personnelles, intimes, presque secrètes, alors qu'elles portent presque toujours l'ombre d'un regard extérieur. La peur d'être jugé, mal compris, rejeté ou simplement ignoré influence bien plus notre état intérieur que nous ne voulons l'admettre. Et c'est là que naît une idée dérangeante. Et si notre souffrance venait moins des événements eux-mêmes que de l'effort permanent pour être accepté? Lorsque le bonheur dépend de l'opinion des autres, il devient fragile, instable, suspendu à quelque chose que nous ne contrôlons pas. Nous cherchons souvent la liberté dans la réussite, la reconnaissance ou la validation extérieure, alors que la véritable liberté commence ailleurs. Elle apparaît le jour où l'on accepte que certaines personnes ne nous comprendront jamais pleinement et que cela n'a pas à nous empêcher d'avancer. Ce n'est pas une attitude froide, ni une rébellion contre le monde, mais une forme de paix intérieure, celle de choisir son propre chemin, même s'il n'est pas applaudi. Nous avons également tendance à croire que notre personnalité est figée, comme si nous étions condamnés à rester anxieux, hésitants ou timides, parce que nous nous définissons ainsi depuis longtemps. Pourtant, ce que nous appelons notre personnalité est souvent un ensemble de choix anciens, des manières de penser et d'agir adoptées autrefois pour nous protéger ou atteindre un certain but. Nos habitudes, nos émotions récurrentes, nos réactions automatiques forment un mode de vie que nous continuons à reproduire simplement parce qu'il nous a déjà servi. Mais ce qui a été choisi une fois peut être reconsidéré. Même nos émotions ne sont pas toujours des forces incontrôlables venues de nulle part. Parfois, la peur protège d'un risque. L'anxiété évite l'exposition à l'échec. Le doute retarde une décision qui pourrait bouleverser notre équilibre. L'esprit est ingénieux. Il crée parfois des états émotionnels qui justifient l'inaction et nous maintiennent dans une zone familière. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de survie. Le véritable tournant se produit lorsque cette stratégie cesse d'être utile et commence à devenir une cage. Beaucoup pensent aussi que leur passé détermine définitivement leur avenir. Pourtant, une autre lecture est possible. Le passé explique une trajectoire, mais il ne dicte pas la direction à venir. Ce qui compte réellement, ce n'est pas seulement ce qui nous est arrivé, mais la signification que nous choisissons de donner à ces expériences aujourd'hui. Nos blessures peuvent devenir des justifications pour rester immobiles ou, au contraire, des points de départ vers une conscience plus lucide. La différence entre une personne qui se sent enfermée et une personne qui avance avec légèreté ne se trouve pas dans l'absence de difficultés, mais dans une décision intérieure presque invisible. C'est le moment où l'on cesse de vivre sous le regard imaginaire des autres, où l'on accepte de marcher selon ses propres valeurs, même si cela implique parfois de déplaire. À partir de là, les relations deviennent plus simples, les choix plus clairs, et la vie perd peu à peu cette lourdeur constante qui semblait inévitable. Finalement, le bonheur n'est pas une récompense réservée à ceux qui réussissent à plaire ou à correspondre à des attentes extérieures. Il naît lorsque l'on accepte d'être authentique, même imparfait, même incompris. Et c'est souvent dans ce moment silencieux, celui où l'on cesse de chercher la permission d'exister, que la vie commence réellement à nous appartenir. Il arrive un moment où l'on commence à se raconter une histoire sur soi-même. Une histoire construite à partir du passé, des blessures, des échecs
des regards reçus, des mots entendus trop tôt ou trop souvent. Beaucoup finissent par croire que ce récit les définit, comme si ce qui est arrivé autrefois possédait encore le pouvoir de décider de ce qu'ils peuvent devenir. Pourtant, une autre lecture est possible. Les expériences ne sont jamais des verdicts définitifs. Elles sont des matières premières, et c'est la signification que nous leur donnons qui façonne véritablement la suite du chemin. Ce n'est pas l'événement lui-même qui enferme un individu, mais le rôle qu'il choisit inconsciemment de lui attribuer. Deux personnes peuvent traverser la même tempête et en ressortir totalement différentes. L'une y verra une preuve de sa fragilité, l'autre y puisera une direction nouvelle. La différence ne se trouve pas dans le passé, mais dans la décision silencieuse prise au présent. Car vivre réellement, c'est comprendre que l'histoire d'hier peut expliquer certaines choses, mais qu'elle ne possède aucun droit sur demain. Ce qui compte n'est pas ce qui t'est arrivé, mais ce que tu décides d'en faire aujourd'hui. Et pourtant, beaucoup résistent à cette idée. Non parce qu'ils aiment souffrir, mais parce que l'inconfort peut parfois devenir une stratégie invisible. L'insatisfaction permanente, la tristesse répétée ou la frustration continue ne sont pas toujours des accidents. Elles peuvent servir un objectif caché. Être malheureux permet parfois d'éviter le risque, de justifier l'immobilité ou d'expliquer pourquoi l'on ne tente pas pleinement sa chance. L'esprit humain est subtil. Il préfère parfois une douleur familière à l'inconnu qui exige du courage. Les émotions ne surgissent pas au hasard. Elles gravitent autour de ce que nous cherchons inconsciemment à atteindre. Et au cœur de tout cela se trouve souvent une question essentielle. Que cherchons-nous vraiment dans nos relations avec les autres? Certains vivent pour être approuvés, pour être vus comme bons, corrects, acceptables. Ils avancent comme des voyageurs qui demanderaient sans cesse la permission de continuer leur route. Au début, cela ressemble à une quête légitime. Mais lentement, presque imperceptiblement, la vie devient une adaptation constante aux attentes extérieures. Le désir d'être reconnu paraît naturel, presque humainement évident. Pourtant, ce n'est pas la reconnaissance qui crée le bonheur, mais le soulagement momentané qu'elle procure. On croit rechercher l'amour ou l'approbation, alors qu'en réalité, on tente simplement d'apaiser une peur plus profonde, celle de ne pas être accepté. Et lorsque la vie entière commence à dépendre de ce regard extérieur, quelque chose se fige. La liberté s'efface doucement, remplacée par une surveillance intérieure permanente. On anticipe les réactions, on ajuste ses gestes, on mesure ses paroles, jusqu'à oublier ce que l'on voulait réellement exprimer. Car être loué signifie aussi être évalué selon une mesure qui n'est pas la nôtre. Le bien et le mal deviennent définis par le regard de quelqu'un d'autre. Et plus on cherche à être applaudi, plus on s'éloigne de sa propre direction. On finit par marcher droit, mais sur une route choisie par autrui. Cette manière de vivre peut sembler rassurante, puisqu'elle offre des signes clairs à suivre, mais elle a un prix, celui d'une existence où chaque décision dépend d'un jugement extérieur. Le paradoxe est là. Plus on cherche à ne déplaire à personne, moins on vit vraiment. Parce qu'une vie authentique implique nécessairement le risque d'être incompris, critiqué ou même rejeté. La véritable liberté commence lorsque l'on accepte ce coût invisible. Le jour où l'on cesse de vouloir correspondre à toutes les attentes, quelque chose s'allège. Les relations deviennent plus sincères, les choix plus clairs, et l'énergie jusque-là utilisée pour se conformer se transforme en élan créatif. La difficulté cependant est que l'approbation des autres reste une cible mouvante. Elle change selon les personnes, les époques, les contextes. Chercher à satisfaire tout le monde revient à courir après un horizon qui recule sans cesse. Et c'est là que naît la véritable impasse. Faire de cette quête le centre de sa vie, alors qu'elle ne pourra jamais être pleinement accomplie. Peut-être que la vraie question n'est donc pas comment être davantage accepté, mais comment apprendre à avancer, même lorsque l'on ne l'est pas. Comment choisir sa direction sans attendre une validation extérieure. Comment vivre
à partir d'un centre intérieur plutôt que d'un miroir social. À partir du moment où cette bascule s'opère, le passé cesse d'être une excuse, le mal-être cesse d'être une stratégie, et les relations cessent d'être un tribunal. La vie devient un espace de contribution, plutôt qu'une scène où l'on cherche à être applaudi. Et paradoxalement, c'est souvent lorsque l'on arrête de chercher l'approbation que l'on commence enfin à rencontrer une forme de paix plus stable, celle qui ne dépend plus du regard des autres, mais d'une fidélité silencieuse à soi-même. Il existe une vérité difficile à accepter. Le regard des autres ne nous appartient pas. On peut faire des efforts, se montrer bienveillant, accomplir 1000 choses, et malgré cela, ne jamais obtenir l'approbation que l'on espérait. Beaucoup passent une grande partie de leur vie à tenter d'influencer quelque chose qui échappe totalement à leur pouvoir. Et lorsque cette quête devient impossible, un mécanisme silencieux se met en place. Au lieu de continuer à avancer, certains préfèrent abandonner. Ils cessent d'essayer, mais pas parce qu'ils sont en paix, plutôt parce qu'ils créent en eux des émotions lourdes, comme la peur ou le mépris de soi, pour justifier ce retrait. Ce renoncement semble être une libération, mais il cache un paradoxe. Même en abandonnant la quête d'approbation, ils restent liés à elle. Ils continuent de mesurer leur valeur à un objectif qu'ils prétendent avoir quitté. L'attachement ne disparaît pas, il se transforme simplement en douleur plus profonde. C'est une lutte intérieure, où l'on souffre encore de ne pas atteindre quelque chose que l'on affirme ne plus vouloir. Peu à peu, une autre croyance s'installe. Plutôt que de reconnaître que l'approbation ne dépend pas toujours de soi, certains se convainquent qu'il existe en eux une faille fondamentale. Ils se racontent qu'ils ne sont pas assez bien, pas assez aimables, pas assez dignes d'être choisis. Cette idée devient une protection étrange. Si je suis défectueux, alors je n'ai plus besoin de risquer l'échec. Ce récit intérieur évite la confrontation avec le réel, mais il construit une prison invisible. Car celui qui croit être irrémédiablement imparfait finit par renoncer à toute possibilité de transformation. Dans cet état, les relations changent de nature. Les autres cessent d'être des compagnons de route et deviennent des miroirs menaçants. La vie commence à ressembler à une compétition silencieuse. Chaque réussite extérieure semble diminuer notre propre valeur. Chaque succès d'autrui devient une comparaison implicite. Le regard se détourne de la joie, partagée pour glisser vers la rivalité. Sans même le vouloir, on se surprend parfois à craindre les victoires des autres, comme si leur lumière révélait nos propres zones d'ombre. Mais la vraie fatigue vient du fait que cette compétition n'a pas de fin. Chercher l'approbation revient à jouer un jeu où les règles changent sans cesse. Ce qui plaît aujourd'hui déçoit demain. Ce qui est admiré par l'un est rejeté par un autre. En poursuivant ce regard extérieur, on transforme l'existence en une course où il y a toujours des gagnants et des perdants. Et dans cette logique, les relations deviennent fragiles, car elles ne reposent plus sur la connexion, mais sur la comparaison. Lorsque cette vision s'installe, un autre piège apparaît, celui du sacrifice invisible. Beaucoup donnent, aident, s'investissent, non par pure générosité, mais avec l'attente silencieuse d'un retour. Ils pensent créer du lien, mais au fond, ils achètent inconsciemment une reconnaissance future. Et lorsque celle-ci ne vient pas, une amertume discrète s'installe. On se sent incompris, non apprécié, presque trahi. Pourtant, la blessure ne vient pas de l'autre, mais de l'attente cachée derrière le geste. Imagine quelqu'un qui organise quelque chose de magnifique pour un proche. Si ce geste est vraiment libre, il reste léger, peu importe la réponse. Mais s'il contient une attente invisible, une dette émotionnelle, alors la relation devient un échange implicite. Et dès que l'autre ne rend pas la même énergie, le ressentiment naît. Ce n'est plus un lien vivant, mais un contrat silencieux que personne n'a signé. La vraie libération commence lorsque l'on sort de ce schéma de compétition et d'échanges calculés. À cet instant, le besoin de triompher disparaît. Les réussites des autres cessent d'être une menace et deviennent simplement des expériences humaines
différentes des nôtres. Les relations s'allègent parce qu'elles ne sont plus des espaces où l'on cherche à prouver quelque chose, mais des lieux où l'on peut simplement être présent. Et peut-être que la transformation la plus profonde arrive précisément là, lorsque l'on réalise que la valeur personnelle ne naît ni du regard des autres, ni de leur reconnaissance, ni même de leur gratitude. Elle apparaît dans cette capacité à agir sans attente, à aimer sans calcul, à avancer sans se comparer. C'est alors que la vie cesse d'être une bataille pour être validée et devient un espace de liberté intérieure où l'on marche enfin selon sa propre mesure. Il arrive un moment où l'on comprend que la recherche d'approbation ressemble à une course dont personne ne connaît la ligne d'arrivée. Alors une autre question surgit, plus silencieuse, plus essentielle. Si le bonheur ne se trouve pas dans le regard des autres, où se cache-t-il réellement? La réponse n'apparaît pas dans l'effort pour être reconnu, mais dans le mouvement inverse. Elle naît lorsque l'on cesse de se demander comment être apprécié, pour commencer à se demander comment être utile. Non pas utile pour obtenir une récompense ou une validation, mais utile d'une manière profondément intérieure, comme une présence qui contribue naturellement à la vie autour d'elle. Le véritable basculement se produit lorsque l'on découvre que la joie ne vient pas du fait d'être admiré, mais du sentiment calme d'avoir apporté quelque chose, même de discret, même d'invisible. À partir de cet instant, le regard extérieur perd de son pouvoir. Lorsque tu sais intérieurement que ta présence a du sens, le besoin d'être reconnu devient moins urgent. Tu n'as plus besoin de convaincre le monde de ta valeur parce que tu ressens déjà cette certitude en toi. Cela ne signifie pas que les critiques disparaissent ou que tout devient simple, mais elles cessent de définir ton identité. Le centre de gravité se déplace. Il ne repose plus sur ce que l'on pense de toi, mais sur ce que tu choisis de donner à la vie. Il y a pourtant une nuance subtile que beaucoup ignorent. Aider les autres n'est pas forcément un sacrifice héroïque. Ce n'est pas une abnégation douloureuse destinée à prouver que l'on est une bonne personne. Au contraire, lorsque l'aide devient authentique, elle apporte d'abord une forme de plénitude à celui qui donne. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une harmonie naturelle. Servir la vie autour de soi nourrit celui qui agit autant que celui qui reçoit. Et c'est précisément ce qui distingue une contribution sincère d'un sacrifice motivé par le désir d'être admiré. Car lorsque l'on agit uniquement pour apparaître comme quelqu'un de bien, on retombe dans le même piège, celui de la validation. Le geste paraît généreux, mais il reste dépendant du regard extérieur. La véritable contribution, elle, est légère. Elle n'attend ni retour ni récompense. Elle existe parce qu'elle donne du sens à celui qui la vit. Avec le temps, une autre compréhension émerge. Il n'est pas nécessaire d'accomplir quelque chose d'extraordinaire pour avoir de la valeur. La simple présence humaine peut déjà être une source de bien. Un regard sincère, une écoute attentive, une présence calme, ces choses simples portent souvent plus d'impact que les grandes démonstrations. Comprendre cela transforme le rapport à soi. On cesse de se définir uniquement par ses réussites ou ses erreurs. On réalise que la valeur humaine ne dépend pas d'un bilan parfait, mais de cette capacité à exister pleinement parmi les autres. Lorsque cette vision s'installe, la comparaison perd sa force. La réussite d'autrui n'est plus une menace, car elle n'enlève rien à notre propre valeur. La vie cesse d'être un terrain de compétition et devient un espace partagé où chacun avance à son rythme. On peut alors se réjouir du chemin des autres sans ressentir de diminution intérieure. Cette paix vient du fait que la valeur n'est plus liée à une hiérarchie, mais à une simple appartenance commune à l'expérience humaine. Peu à peu, l'attention se tourne vers le présent. Non pas comme un slogan abstrait, mais comme une manière concrète de vivre. Beaucoup croient qu'ils seront heureux une fois qu'ils auront atteint un objectif précis, comme si le bonheur se trouvait quelque part dans le futur. Mais la vérité est plus simple. Le sens se construit pendant le chemin, pas seulement à l'arrivée. Lorsque l'on apprend à apprécier le mouvement lui-même, la progression, les essais, les imperfections,
chaque instant cesse d'être une attente et devient une part réelle de la vie. Ainsi, même les ambitions continuent d'exister, mais elles ne contrôlent plus notre paix intérieure. On avance vers elles, non par manque, mais par élan. Et si tout s'arrêtait demain, on pourrait regarder le parcours sans regret, parce que chaque étape aurait déjà été vécue pleinement. Au fond, une réalité demeure inévitable. Quoi que tu fasses, certaines personnes ne t'aimeront pas. Ce n'est ni un échec, ni un problème à résoudre. C'est simplement la nature des relations humaines. La liberté commence lorsque cette vérité n'effraie plus. Lorsque tu acceptes que plaire à tout le monde est impossible, tu récupères une énergie immense, celle que tu utilisais jusque-là pour tenter de contrôler l'incontrôlable. Et c'est là que se trouve peut-être le vrai courage. Vivre une vie que tu considères bonne, même si elle n'est pas validée par tous. Avancer avec intégrité, non pour être applaudi, mais parce que ton chemin résonne intérieurement. À partir de ce moment, le bonheur cesse d'être une quête extérieure et devient une manière d'être, calme, présente, enracinée. Une liberté silencieuse, née du courage d'exister, sans chercher à être approuvé. Et maintenant, prends un instant pour toi. Pose-toi cette question simple mais puissante. Est-ce que je vis pour être approuvé ou pour être aligné avec ce que je ressens profondément? Si ces mots résonnent en toi, ne laisse pas cette réflexion s'arrêter ici. Observe aujourd'hui un seul moment où tu choisis d'agir non pour plaire, mais pour être vrai. Un petit pas suffit pour changer une direction intérieure. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu choisis de lâcher pour commencer à vivre plus librement? Et si ce message t'a touché, partage-le à quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre qu'il est déjà assez tel qu'il est.